Deux chiffres se contredisent et le rythme s'accélère. Des décennies d'immobilisme butent sur 3 années d'avance dans un pays très pauvre, pendant que d'autres stagnent malgré ressources. Que vous dit ce basculement porté par Ibrahim Traoré? Si les chantiers nourrir, éclairer, soigner, loger, financer cessent d'être des promesses isolées, la cohérence peut devenir un modèle reproductible, mais l'échec d'un seul maillon peut refermer la fenêtre ouverte par l'accélération initiale. C'est là que se joue l'enjeu, transformer chaque infrastructure en bénéfice ordinaire, visible et corrigé au rythme des bilans publics réguliers. Cette analyse promet une chose précise: comprendre ce que produit concrètement une souveraineté rendue visible dans la vie quotidienne. Le bénéfice pour vous tient en 10 mots, lire des résultats mesurables plutôt que des discours. Mais l'enjeu est immédiat et risqué. Si un seul chantier échoue, nourrir, éclairer, soigner, loger ou financer, la cohérence peut se briser et la dynamique se retourner. A l'inverse, si les maillons restent alignés, l'effet cumulatif peut dépasser la somme des projets et stabiliser durablement un pays exposé au choc extérieur. Ce récit n'idéalise rien. Il s'appuie uniquement sur des trajectoires observables, des usages répétés et des bilans rendus lisibles. Le cœur de la question n'est donc pas idéologique, il est opérationnel. Comment une méthode portée par Ibrahim Traoré relie des infrastructures autrefois isolées pour produire des effets tangibles perçus par les ménages, les services publics et les filières locales. Ce qui est en jeu dépasse un cas national. Si la cohérence tient, elle devient testable ailleurs. Si elle cède, elle révèle les limites d'un modèle trop rapide pour ses propres structures. En 3 ans, 10 projets nationaux émergent comme une architecture cohérente et non comme une addition d'initiatives dispersées. Ce chiffre compte parce qu'il marque une rupture mesurable. Des chantiers auparavant isolés commencent à produire des effets qui se renforcent mutuellement à un rythme rarement observé dans la région. Le basculement se révèle, tient dans ce basculement précis. La dynamique ne repose pas sur un hasard politique, mais sur une mécanique volontaire qui relie des besoins vitaux longtemps traités séparément. Nourrir, éclairer, soigner, loger, financer. Ces priorités existaient déjà, mais elles fonctionnaient comme des silos fragiles. Une rupture d'importation suffisait à désorganiser des familles entières, à interrompre des services essentiels et à ralentir des régions complètes. La nouveauté tient dans le lien assumé entre ces secteurs, rendu lisible par des bilans publics réguliers. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transition choisit donc de connecter plutôt que d'empiler. Une usine de transformation n'a de sens que si la route permet l'acheminement, si l'énergie assure la continuité, si l'eau stabilise la production et si la finance interne empêche la fuite de valeur. Cette logique transforme des points de rupture en points d'appui. Elle ne promet pas l'abondance immédiate, elle vise la continuité d'usage. Le contexte explique pourquoi cette approche surprend. Le pays figure parmi les plus pauvres du monde, sans ressources stratégiques majeures et longtemps dépendant de circuits extérieurs. Dans un tel cadre, l'accélération observée paraît contre-intuitive. Pourtant, lorsque les premiers bilans rendent visibles les enchaînements, heures d'études prolongées, ateliers actifs le soir, services de santé stabilisés, la lecture change. Il ne s'agit plus de survie ponctuelle, mais d'autonomie fonctionnelle progressive. Cette clarification répond à la question suspendue au départ. Le basculement mesurable ne vient pas d'un projet unique, mais de la cohérence entre projets. C'est cette cohérence, plus que la vitesse elle-même, qui ouvre la suite du récit et conditionne la durabilité de la trajectoire engagée. Pour saisir comment une dynamique prend racine, il faut suivre celles et ceux qui en éprouvent les premiers effets. Les infrastructures restent abstraites, tant qu'elles ne modifient pas des gestes ordinaires. Ici, ce sont des trajectoires locales qui servent de balises parce qu'elles traduisent des promesses longtemps lointaines en usage répété. Mariam travaille à la Red Gold Factory. Pendant des années, ces récoltes terminaient souvent invendues, faute de débouchés stables. La transformation locale change la donne. Chaque lot traité devient un revenu prévisible, reconnu, intégré à une chaîne lisible. Son horizon professionnel ne dépend plus d'importations lointaines ou d'intermédiaires incertains. L'effet n'est pas spectaculaire, il est régulier, et c'est précisément cette régularité qui transforme la confiance individuelle. Un second repère apparaît dans un village récemment électrifié.
Un instituteur raconte la reprise des cours du soir après l'installation solaire. La lumière n'est plus intermittente. Les élèves arrivent plus tôt, restent plus longtemps et considèrent cet apprentissage comme un effort à eux, non comme une faveur conditionnée à une aide extérieure. L'impact dépasse la technique. Il modifie la perception du temps et la capacité à planifier. Ces cas courts révèlent un mécanisme commun. Lorsqu'un outil fonctionne, l'usage s'installe. Lorsque l'usage s'installe, la confiance collective progresse. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique vise moins l'annonce que la répétition, moins le symbole que l'appropriation locale. Les effets précoces ne prouvent pas une réussite définitive. Ils indiquent une direction. Le point décisif tient alors en peu de mots. Quand l'infrastructure devient habitude, la trajectoire commence à changer. Un pays voit ses récoltes se perdre, pendant que les mêmes produits reviennent transformés de l'extérieur. La contradiction s'impose, elle devient un signal politique. Ibrahim Traoré saisit ce signal et le convertit en méthode. La réponse ne cherche pas à corriger un symptôme isolé, mais à réorganiser une chaîne entière. Produire, transformer, relier, financer, l'ordre compte, car chaque étape prépare la suivante. La passivité accumulée cède la place à une logique d'activation. Le premier levier visible est industriel. La Red Gold Factory répond à une perte massive de valeur agricole. Des milliers de tonnes de tomates étaient abandonnées chaque année. 8 millions de dollars sont mobilisés, les fondations sortent du sol, les lignes s'installent. La production locale s'organise autour d'un calendrier enfin lisible. 150 emplois apparaissent, des milliers d'autres se stabilisent dans les coopératives. Le marché interne cesse de s'effondrer sous les importations. Une récolte autrefois perdue devient une ressource monétisable. La route constitue le deuxième levier. Le corridor Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire absorbe 120 millions de dollars. Les travaux avancent par section. Chaque kilomètre réduit les coûts de logistique. Chaque tronçon accélère les échanges. Les produits arrivent plus frais, les coopératives élargissent leur rayon d'action. La valeur cesse de s'échapper au premier obstacle. L'énergie prend ensuite le relais. Le programme d'électrification connecte 150 villages. 300 000 personnes accèdent à une électricité stable. Les hôpitaux abandonnent les lampes de fortune. Les écoles réouvrent leurs cours du soir. La nuit change de fonction, elle devient productive, plus sûre, plus utile. Ce basculement temporel modifie la cadence sociale. L'eau s'impose comme quatrième maillon, le barrage Ziga stocke 40 millions de mètres cubes. 600 000 personnes sont desservies. L'irrigation ne dépend plus d'une pluie incertaine. Les cultures retrouvent une prévisibilité minimale. La santé publique gagne en continuité. Enfin, la finance relie l'ensemble. La Burkenbank ouvre 67 agences. 15 000 microcrédits circulent. Les dépôts nationaux reviennent dans le pays. Ils irriguent les coopératives, stabilisent les activités rurales et réduisent la fuite du capital. Quand tous les maillons s'alignent, la mécanique change d'échelle. Produire appelle transformer. Transformer appelle transporter. Transporter appelle éclairer. Éclairer appelle soigner. Financer relie le tout. Une souveraineté longtemps déclarative devient opératoire, observable, mesurable. Et c'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré ouvre la phase suivante. Laisser la dynamique avancer par elle-même. Avant 2022, moins de 15% des localités disposaient d'un accès électrique continu. Aujourd'hui, ce taux dépasse 48%, ce qui change l'usage quotidien plutôt que le seul affichage institutionnel. Cette bascule chiffrée sert de point d'ancrage. Elle montre comment un indicateur unique peut entraîner des effets en cascade lorsqu'il est relié à d'autres chantiers. Le premier indicateur concerne l'énergie. La progression rapide de l'accès électrique ne signifie pas seulement plus de lumière. Elle prolonge les heures actives, stabilise les ateliers et rétablit des services essentiels sans solution improvisée. Les écoles rouvrent des cours du soir, les hôpitaux sécurisent les soins nocturnes et les activités artisanales gagnent en régularité. En 10 mots, l'électricité élargit le temps utile et réduit l'incertitude. Le deuxième indicateur porte sur l'eau. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres cubes, assurant une desserte régulière à environ 600 000 personnes. Ce volume compte parce qu'il introduit une marge hydrique stable dans un environnement sahélien soumis à des variations sévères.
L'irrigation cesse de dépendre exclusivement des pluies, les cultures vivrières retrouvent une prévisibilité minimale. La santé publique bénéficie d'une continuité accrue. En termes simples, l'eau stockée transforme une contrainte structurelle en levier de résilience. Le troisième indicateur touche à la finance. Jusqu'en 2022, près de 81% des dépôts nationaux étaient logés à l'étranger. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés grâce à l'expansion de la Burkenbank qui opère 67 agences et diffuse 15 000 microcrédits. Ce déplacement de flux réduit la fuite des capitaux et alimente directement les coopératives et les petites entreprises. En une phrase, la finance cesse d'être orientée vers l'extérieur et devient un moteur interne. Pris isolément, ces chiffres pourraient pas paraître modestes. Placés côte à côte, ils révèlent une cohérence. L'électricité soutient l'éducation et la production. L'eau stabilise l'agriculture et l'hygiène. La finance internalisée irrigue les initiatives locales. Chaque progression renforce la suivante, créant une chaîne fonctionnelle capable d'absorber des chocs extérieurs sans rupture immédiate. C'est ici que la méthode associée à Ibrahim Traoré prend sa mesure. Les indicateurs ne servent pas à proclamer une réussite, ils servent à corriger. Les bilans publics rendent visibles les blocages, ajustent les priorités et maintiennent la confiance. La crédibilité ne vient pas d'une promesse globale, mais de la répétition de résultats vérifiables. La question décisive n'est donc pas la vitesse seule, elle est la capacité à maintenir ces deltas sans saturation institutionnelle. Tant que les maillons restent connectés et que la mesure guide l'arbitrage, la dynamique conserve un avantage rare, transformer des chiffres en usage durable. Deux objections majeures structurent les critiques adressées à la trajectoire engagée. Elles méritent d'être posées dans leur forme la plus solide, car c'est à ce niveau qu'une analyse gagne en crédibilité. La première objection affirme qu'un pays enclavé, pauvre en ressources stratégiques et longtemps dépendant des importations, ne peut réduire durablement son exposition au réseau extérieur. Selon cette thèse, l'aide internationale et les circuits d'importation auraient constitué la colonne vertébrale de la stabilité. S'en détacher risquerait d'affaiblir la croissance et d'accroître la vulnérabilité. Dans cette lecture, l'autonomie serait un pari idéologique, non une option économique viable. La seconde objection pointe un risque interne. Une transformation trop rapide pourrait déséquilibrer les campagnes, créer des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement ou accentuer les écarts entre zones équipées et territoires en retard. La simultanéité des projets, énergie, eau, agriculture, finance, serait trop lourde pour des structures administratives fragiles, générant surcharge, tensions locales et perte de cohésion. Ces deux arguments semblent cohérents. Pourtant, confrontés aux données observées, ils se fissurent. La réduction de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas provoqué de contraction mesurable. Au contraire, les recettes agricoles progressent grâce à la stabilisation de la production et à la transformation locale. Les importations alimentaires perdent leur rôle structurant, remplacé par un cycle interne plus prévisible. La dépendance n'est pas remplacée par un vide, mais par des flux absorbés localement. Quant au risque de déséquilibre territorial, les bilans publics montrent une tendance inverse. Les routes fluidifient les échanges, l'eau sécurise les foyers et l'électricité prolonge les services éducatifs et sanitaires. Les infrastructures remplacent des mécanismes improvisés et réduisent les vulnérabilités. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transformation n'avance pas par rupture mais par consolidation progressive. Ces réponses ne réfutent pas toute limite. Elles indiquent toutefois que les objections majeures échouent à expliquer les effets mesurables déjà observés. C'est précisément cet écart entre crainte théorique et usage réel qui alimente la suite de l'analyse. Ce constat marque le véritable point de bascule. Ce qui ressemblait à une série de décisions volontaristes commence à fonctionner comme un système autonome. Les réseaux d'eau et d'énergie s'étendent par inertie opérationnelle. Les équipes locales assurent la maintenance, corrigent les blocages et ajustent les dispositifs selon les besoins immédiats.
La logique d'ensemble cesse d'être un projet piloté au sommet. Elle devient une habitude de terrain. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré se transforme. Il n'est plus l'initiateur d'un mouvement fragile, mais l'arbitre d'un ensemble qui a trouvé son propre rythme. Dans les villages électrifiés, les cours du soir réapparaissent sans instruction formelle. Dans les coopératives agricoles, l'usage du microcrédit devient un réflexe. Les services publics gagnent en continuité parce que les acteurs locaux s'approprient les outils sans attendre un cadrage extérieur. Cette autonomie fonctionnelle constitue le cœur du moment charnière. La souveraineté cesse d'être un objectif politique affiché. Elle se mue en réflexe institutionnel. Le changement ne s'exprime plus seulement dans les bilans chiffrés. Il s'observe dans la répétition des gestes, dans la fluidité des interventions techniques, dans la capacité des structures locales à absorber l'imprévu. C'est ici que la question ouverte plutôt commence à trouver sa réponse. Si un système avance seul, il peut durer. S'il dépend d'une impulsion permanente, il s'épuise. Le reste du récit mesure jusqu'où cette autonomie peut aller et ce qu'elle produit concrètement. Les effets visibles du modèle ne se limitent plus au bilan institutionnel. Ils se lisent désormais dans 4 sphères distinctes qui permettent d'évaluer jusqu'où l'autonomie fonctionnelle, révélée au moment charnière, peut s'étendre sans se diluer. Cette lecture par usage concret montre ce que produit une souveraineté construite par cohérence, notamment sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dont la méthode vise à transformer chaque infrastructure en pratique répétée. Dans un premier temps, du côté des ménages, la transformation commence par le temps retrouvé. Dans les villages électrifiés, les familles disposent de plusieurs heures actives supplémentaires chaque soir. Les enfants étudient sous une lumière stable, avec une régularité accrue. Les activités artisanales se prolongent, diversifiant des revenus modestes mais constants. La réduction de l'usage du kérosène diminue les dépenses et les risques sanitaires. Surtout, la prévisibilité s'installe. Le lendemain devient planifiable, ce qui change la perception du quotidien. À l'échelle nationale, la continuité des services essentiels constitue le gain central. Les routes fluidifient la circulation des biens transformés, réduisant les délais critiques. Les hôpitaux abandonnent les solutions improvisées et sécurisent les soins nocturnes. Les écoles fonctionnent à double horaire grâce à l'énergie renouvelée. La finance internalisée maintient les capitaux sur le territoire, offrant une marge d'action administrative sans dépendance immédiate aux bailleurs extérieurs. La continuité, rare auparavant, devient un attribut mesurable de l'État. Quand il s'agit de nourrir et de produire, la chaîne agricole stabilisée relie production, transformation et financement. La Red Gold Factory achète localement, empêchant l'effondrement des prix en période de surplus. Les coopératives utilisent les microcrédits pour structurer les flux et améliorer la prévisibilité des filières. Le barrage Ziga 2 sécurise l'irrigation, limitant les pertes en saison sèche. À ce niveau, la souveraineté cesse d'être abstraite. Elle devient un contrat opérationnel entre producteurs, transformateurs et finances locales. Enfin, à l'échelle régionale, les pays voisins observent la mutation avec une attention croissante. Des délégations du Mali, du Niger et de la Guinée étudient la logique intégrée, énergie, eau, transformation, finance, comme un modèle adaptable. Les échanges se réorientent progressivement vers des circuits horizontaux. Ce repositionnement crée un effet d'entraînement diplomatique où la discipline opérationnelle et la publication régulière des bilans deviennent un référentiel. Pris ensemble, ces 4 sphères dessinent une même ligne. Lorsque la valeur produite reste dans le pays, elle renforce chaque couche du territoire et accélère la transformation plus sûrement que des programmes fragmentés. C'est cette articulation, rendue lisible par la méthode d'Ibrahim Traoré, qui donne sa portée au basculement observé. Les mois à venir n'appellent pas une prédiction ferme, mais un cadre de lecture. À partir des données observées et de la cohérence déjà activée, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles n'annoncent pas l'avenir. Elles décrivent ce que chaque configuration permettrait de maintenir, d'étendre ou d'ajuster. Dans une trajectoire de consolidation maîtrisée, les 10 projets existants poursuivent leur développement sans rupture majeure. L'énergie soutient les ateliers ruraux et les écoles à double horaire.
Le barrage Ziga 2 maintient une marge hydrique suffisante pour absorber les variations saisonnières. La Burkenbank continue de rapatrier l'épargne et de diffuser des microcrédits qui stabilisent les activités agricoles et artisanales. La croissance se maintient autour de 5%, portée par la production locale et une discipline administrative continue. Ce scénario repose sur une inertie positive. Le système avance parce que ses maillons restent connectés. Dans une trajectoire d'expansion régionale, les coopérations sahéliennes se renforcent. Le Mali, le Niger et la Guinée approfondissent leurs échanges en s'inspirant du modèle intégré produire, transformer, financer. Les corridors commerciaux s'élargissent, réduisant la dépendance aux ports étrangers. L'investissement local gagne en intensité, nourri par une finance territoriale plus dense. Dans ce cadre, la pauvreté recule dans plusieurs zones rurales grâce à une activité productive plus prévisible. La souveraineté prend alors une dimension diplomatique, en devenant une méthode que d'autres adaptent. Dans une trajectoire de résilience sous pression, les marchés se resserrent, les exportations ralentissent et l'inflation s'accentue. La croissance glisse vers 2% et les marges institutionnelles se réduisent, pourtant les infrastructures amortissent une partie du choc. Les écoles restent ouvertes, les dispensaires maintiennent leurs services et les coopératives protègent l'essentiel de leurs activités. L'énergie et l'eau stabilisées limitent les ruptures de continuité, tandis que la finance internalisée réduit la vulnérabilité face aux fluctuations internationales. Ces trajectoires partagent une leçon commune. La question décisive n'est pas ce qui pourrait arriver, mais ce que le système permet de préserver lorsqu'il est mis à l'épreuve. La cohérence constitue ici la véritable variable critique. La transformation engagée ne se lie pas seulement dans les infrastructures. Elle se manifeste surtout dans la manière dont les citoyens réévaluent leur place et leur capacité d'action. 3 cercles d'expérience permettent d'en mesurer la profondeur: les individus, les communautés et la diaspora. Chacun réagit différemment, mais tous participent à une recomposition du lien entre effort, résultat et stabilité collective. Du côté des individus, le premier effet est le retour de l'efficacité perçue. Enseignants, techniciens et agriculteurs décrivent un même phénomène. Leurs gestes produisent enfin un résultat tangible. Une classe éclairée, un atelier fonctionnel le soir, une récolte transformée localement deviennent des preuves concrètes que l'action quotidienne ne se dissout plus dans un système fragmenté. Cette correspondance directe entre effort et résultat renforce l'estime de soi et la motivation à maintenir les usages. Au niveau des communautés, la réorganisation des priorités locales devient visible. Avec une énergie plus stable, une eau mieux maîtrisée et une finance accessible, les villages retrouvent une capacité de planification. Les cours du soir se multiplient, les projets agricoles gagnent en ampleur et les actions collectives d'entretien se régularisent. La souveraineté cesse d'être un discours national lointain. Elle devient un cadre opérationnel partagé dans lequel les initiatives locales peuvent s'inscrire sans dépendre entièrement d'une aide extérieure. Pour la diaspora, le changement est plus symbolique mais tout aussi révélateur. Sans nécessairement revenir s'installer, de nombreux citoyens établis à l'étranger modifient leur posture. Ils soutiennent des coopératives familiales, financent des micro-projets et encouragent les initiatives locales. Ce mouvement traduit un regain de confiance envers un pays perçu comme plus cohérent et plus capable de maintenir ses acquis. À travers ces 3 cercles, une même dynamique apparaît. Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre et ce lien conditionne la durabilité de la transformation. La méthode observée ne repose pas sur une promesse abstraite, mais sur une séquence opérationnelle claire. Elle vise à maintenir la cohérence sans disperser les efforts, en transformant chaque décision en usage mesurable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche se décline en 5 étapes complémentaires. D'abord, il s'agit d'identifier les besoins vitaux. Les priorités sont volontairement limitées. Énergie, eau, santé, éducation, finances. Chaque chantier doit répondre à un besoin précis avec un objectif lisible et un délai défini. L'erreur évitée est la surcharge, car un système fragile se désorganise lorsqu'on lui demande trop
trop simultanément. Ensuite vient la formation locale. Techniciens, opérateurs et artisans sont formés sur place afin de réduire la dépendance extérieure. Un dispositif est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner plusieurs mois sans assistance externe. Cette étape conditionne la continuité en période de tension. Puis, il faut relier les chantiers. Aucun projet n'est conçu isolément. La lumière soutient la production, l'eau consolide la santé, la finance irrigue les coopératives. Le critère central n'est pas l'inauguration, mais la continuité d'usage observable dans les villages. Après cela, mesurer et corriger devient essentiel. Les bilans publics servent de tableau de bord. Ils révèlent les blocages, orientent les arbitrages et maintiennent la confiance. La crédibilité naît de l'ajustement régulier, non de la proclamation. Enfin, l'extension se fait par l'exemple. Le modèle n'est pas imposé, il est montré. Les partenaires observent, testent, adaptent. Le succès se mesure au nombre de coopérations nées de cette cohérence. Pris ensemble, ces 5 étapes dessinent une trajectoire durable. Des usages avant les symboles, des résultats avant les discours. C'est cette logique, associée à Ibrahim Traoré, qui permet à la dynamique de se maintenir sans s'épuiser. Le soir, Mariam quitte l'usine avec sur les mains l'odeur métallique des machines. Dans les rues du village, la lumière solaire découpe des silhouettes calmes, rappelant que l'éclairage n'était autrefois qu'une parenthèse fragile. Les enfants lisent sous cette clarté désormais fiable. Les familles prolongent leurs échanges et le temps semble s'étirer différemment. Rien n'a basculé d'un coup, tout s'est déplacé par répétition. Ce motif discret renvoie au point de départ. Une récolte autrefois perdue trouve une valeur. Une classe s'ouvre le soir. Un atelier tient jusqu'à la nuit. Ces détails modestes forment un langage commun, celui d'une société qui apprend à fonctionner par cohérence plutôt que par attente. La transformation n'est pas spectaculaire, elle est cumulative. C'est ici que la méthode portée par Ibrahim Traoré prend sa dimension la plus lisible. Elle ne cherche pas à impressionner par des annonces, mais à aligner les gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes. La souveraineté n'apparaît pas comme un slogan. Elle s'inscrit dans l'usage, dans la continuité, dans la capacité à corriger sans rompre. Le rappel est simple. Lorsque l'effort trouve enfin sa place dans un système qui répond, la dignité progresse sans bruit. Et parfois, ce sont ces scènes ordinaires, répétées soir après soir, qui déplacent réellement la trajectoire d'une nation. Dans la lumière désormais posée sur les villages, quelque chose de discret, mais décisif apparaît. Les routes, les ateliers et les écoles cessent d'être de simples infrastructures. Ils deviennent des espaces d'action où chacun peut ajuster, améliorer, corriger. La cohérence n'est plus une idée lointaine, elle se pratique jour après jour par des gestes ordinaires qui s'emboîtent. Ce mouvement ne repose ni sur l'euphorie ni sur la résignation. Il avance par usage répété, par initiative locale qui se renforcent mutuellement. Là où les promesses s'épuisaient, les résultats créent une continuité. Là où l'attente dominait, l'action retrouve un sens. C'est cette transformation silencieuse, associée à la méthode d'Ibrahim Traoré, qui invite à dépasser le simple constat. La question finale ne concerne donc pas uniquement un pays ou un dirigeant. Elle touche à une expérience plus large. Lorsque la cohérence devient visible et mesurable, chacun peut s'y reconnaître, la discuter, la prolonger. Alors, avant de refermer ce récit, une interrogation demeure, ouverte et volontairement simple. Quelle place pourriez-vous prendre, à votre échelle, dans ce qui se construit maintenant ?